groupe Andériol de Mignac-Morvan. Andériol signifiant fête en gallo. Voici l'état d'esprit du groupe de Mignac-Morvan. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Le groupe a rapidement gravi les marches. Champion de 3e catégorie en 2018, de 2e catégorie en 2019, il accède en première catégorie en 2020 pour évoluer en catégorie excellence cette année. L'association a pour but de promouvoir la culture galaise par la danse, les costumes et la langue. Pour cette épreuve, il nous propose aujourd'hui un vêtement homme des gabariers de Plugien sur Rance, en Cloratel, de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'en 1914, le groupe Mignac-Morvan. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tanguy et je vais vous présenter le costume de gabarier marinier dit de la Rance, datant du fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Pour vous situer un peu, c'était un costume qui était porté sur le secteur de Pleudien sur Rance, donc une commune limitrophe de Mignac-Morvan qui se situe dans le terroir du Cloratel. Donc le Cloratel, c'est un terroir qui s'étend sur 22 communes et qui est à cheval donc, sur 2 évêchés. Donc pour sa partie nord, pour sa partie sud, Saint-Malo, et pour sa partie nord, Dol de Bretagne. La volonté du groupe était vraiment de mettre en lumière ce terroir, qui est le terroir vraiment spécifique de notre ensemble. C'est un costume qui était exclusivement porté sur le terroir de Pleudien sur Rance, dans le terroir du Cloratel. On a créé ce costume pour notre scénic 2024 sur le thème de la foire de la Louée de la Mer. Donc c'était une foire qui était réalisée tous les ans au Vieux-Bourg, où en fait on pouvait retrouver des gabariers patrons qui venaient embaucher des gabariers mariniers, donc pour travailler sur des gabarres. Donc des gabarres, c'était des bateaux qui étaient destinés à transporter des produits lourds tels que des pots, du chanvre, du cidre ou diverses nourritures en destination de Saint-Malo et de Dinan. Pour passer à la description un peu plus du costume, je vais vous présenter 2 modes vestimentaires. Donc, vous pouvez noter 2 différences donc, du coup, par rapport au gabarier marinier et au gabarier patron. Donc en fait, le gabarier patron, c'était vraiment un marinier, forestier, transporteur, et qui venait embaucher ses employés à la foire. Et de l'autre côté, donc du coup, on a ses employés, donc des gabariers vraiment dits mariniers, qui sont là vraiment pour travailler sur les bateaux. Donc pour passer un peu plus en détail sur la description du costume, donc on va commencer par des bottines de cuir à tige. Ça pouvait être de couleur marron ou noire, et on va retrouver également des chaussettes en laine de différentes couleurs. Ça pouvait vraiment passer du bordeaux au vert, au bleu clair, vraiment à l'envie du garçon. Après, donc du coup, pour remonter, on va retrouver un pantalon à pont. Donc du coup à l'origine c'était confectionné en tire-taine, mais étant donné que cette matière n'existe plus, on a fait le choix de la laine, également marron, et par-dessus on peut retrouver en fait des braies, donc c'est vraiment la touche caractéristique de ce costume, donc des braies en toile écrue de Pleudien sur Rance. Elles étaient caractérisées parce qu'elles étaient extrêmement larges et coupé en dessous du genou pour faciliter et ne pas salir le pantalon qui était en dessous. Ces braies et ce pantalon, vous pouvez le remarquer, sont rapiécés en fait par des bouts de tissu, des dabons de différentes couleurs pour éviter, pour en fait cacher l'usure des pièces, parce que les mariniers n'avaient pas forcément d'argent pour se repayer un pantalon à chaque fois qu'il était usé. Donc du coup ça c'est pour la partie basse. Donc on va avoir également après une chemise en toile également de Pleudien, un gilet court sans col et sans manches, en coton marron Et donc du coup on va retrouver pour finir le costume un touron. Donc c'est un touron en laine. Et c'est vraiment la dernière trace du vêtement traditionnel qui était porté sur le secteur de Pleudien. Et donc du coup, pour terminer, on avait un chapeau de feutre, donc pareil, marron ou noir, à l'envie du gabarier. Et souvent, quand le chapeau était usé, en fait, le gabarier venait couper les bords au chapeau
pour du coup cacher un peu ce qui était usé et donc du coup paraître un petit peu plus propre. Donc ça c'était pour la partie des gabarits mariniers. Donc maintenant on va passer au patron. Donc du coup on a relativement le même costume dans son ensemble, il y a juste des légères différences quand même. On remplace les bottines par des bottes de cuir noir, donc qui vont vraiment jusqu'en dessous du genou. Pour ce qui est du pantalon et des braies, on est vraiment sur la même spécificité, donc un pantalon à pompe également en laine, et des braies, celles-ci non rapiécées, parce que les patrons avaient l'aisance de pouvoir s'en racheter. On a du coup également une chemise en toile de Peudien, un gilet sans manches et sans col. Mais petite différence pour le touron, on va remarquer une bande de velours noir sur la partie haute du touron. Certaines différences, donc on a une ceinture de couleur. Voilà, après la couleur c'était vraiment à l'envie du patron, un mouchet de cou et un chapeau haute forme ou chapeau melon, également suivant l'envie du gabarit. Donc je pense que c'est tout bon pour moi. Là je vous ai présenté vraiment deux modes vestimentaires du gabarit marinier et patron. Et maintenant je vais laisser place à Keridwen pour répondre à la question imposée. Pouvez-vous nous expliquer vos techniques d'amidonnage et de repassage de vos coiffes? Pour ce faire, nous avons repris une iconographie d'une photo des repasseuses de coiffe de Mignac-Morvan que vous pouvez apercevoir devant. C'est pourquoi nous, femmes, portons des costumes qui ne sont pas présents dans le dossier costume, car ce sont les costumes d'artisanes des années 1900 de Mignac-Morvan. Donc on va commencer par l'amidonnage. À Mignac-Morvan, on préfère faire de l'amidon cuit. Donc c'est-à-dire qu'on va délayer de l'amidon dans de l'eau qu'on va faire chauffer jusqu'à l'obtention d'une pâte translucide. Cet amidon, on va le laisser refroidir avant de s'en servir. Pour s'en servir, on va en mettre dans la main. On va venir l'étaler sur sa coiffe. On va malaxer pour avoir de l'amidon partout et enlever les excédents. Ensuite, on va déplier sa coiffe, on va la mettre à plat et on va la tapoter pour enlever tout le surplus d'amidon. Pour le repassage du bonnet, il faut d'abord commencer par le sécher. Donc on le met entre deux draps, on le repasse avec énergie et on le décolle. On répète cette opération jusqu'à 2-3 fois jusqu'à ce que le bonnet ait un petit peu séché. Ensuite, il faut marquer le fond de la coiffe avec un pli. On aligne bien, il faut qu'il soit bien au milieu et on le repasse avec la pointe du fer. Une fois le fond de coiffe marqué, on peut repasser les rubans qui servent à accrocher la coiffe autour de la tête avec un nœud. On les met bien à plat, on les repasse dans le sens du droit fil, avec énergie toujours, en faisant attention à ne pas faire de faux plis. Ensuite, on peut passer au gaudron. Pour ce faire, on a des fers particuliers, des fers à gaudron. On prend le repère du premier gaudron qu'on va placer au centre. Juste avant, on avait marqué le fond de coiffe au milieu, donc on peut reprendre ce repère-là. On le pose sur le gaudron, enfin sur le fer à gaudron, et on le tapote. On fait attention à ne pas se brûler et à ne pas brûler la coiffe, surtout, ça serait bête. On peut ensuite passer au gaudron, par exemple, de droite. On le pose, pareil, avec la même technique. Et là, par contre, il faut bien marquer le dessous du gaudron avec l'autre pour avoir des gaudrons bien distincts les uns des autres. Pour avoir une coiffe bien équilibrée, la petite astuce, c'est de commencer par le gaudron du milieu, puis d'en faire un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. À Mignac-Morvan, sur nos bonnets, on fait autant de gaudrons qu'on a de place. Sur ceux qu'on a actuellement, on arrive à faire environ 9 gaudrons. Et on laisse une petite marge de chaque côté du bonnet d'environ 5 cm. Ensuite, on peut repasser le fond de la coiffe, une fois les gaudrons terminés. Donc, on la met bien à plat, le fond de la coiffe. On repasse dans le sens du droit fil, toujours avec énergie et toujours sans faire de faux plis. Et on remonte bien la pointe du fer dans le bout du gaudron. Il faut également repasser les bords de la coiffe, toujours avec la même technique, à plat, avec énergie, sans faire de faux plis et dans le sens du droit fil. Voilà pour le bonnet.
Nous avons également le pignon. Première étape du pignon, comme le bonnet, il faut commencer à le sécher légèrement. Donc ça, on va passer. Ensuite, on plie bien sa coiffe en deux, que tout soit bien aligné. Et on commence par repasser la pointe. On la met sur la table, et pareil, on repasse avec énergie. Ensuite, on déplie les ailes, on les met bien à plat sur la table, bien sur la longueur, et là, on repasse toute la longueur des ailes d'un seul coup, toujours dans le sens du droit fil, avec énergie et sans faire de phobie. Et on répète ces opérations jusqu'à ce que la totalité de la coiffe soit dure. Il va nous rester ensuite à repasser les rubans sur l'arrière de la coiffe. Voilà, même technique, à plat, avec énergie, dans le sens du droit fil et sans faire de pli. Après ça, vous aurez un pignon et un bonnet parfaitement repassés. Il va falloir mettre à l'abri de l'humidité et des poussières dans une pièce. Pour les faire sécher, il faut compter environ 2 jours pour qu'elles soient bien à la fin. Maintenant qu'on vous a expliqué les techniques d'amidonnage et de repassage de nos coiffes, je vais laisser la place à Julien pour répondre à toutes vos questions. Bonjour. Ça, oui. Je suis surpris quand je vois vos vestes qu'il n'y a pas de boutons et je me demande comment elles se lacent. Peut-être qu'elles ne se lassent pas. J'ai vu dans le dossier qu'il y avait des boutons sur le modèle. Oui, en fait on est sur les tourons, donc là il y a des boutons, c'est des boutons purement esthétiques. La veste ne se ferme pas du tout. Voilà, et c'était... On pouvait parfois tout juste mettre bord à bord, mais on ne les fermait pas. Voilà. Vous avez choisi de montrer le côté rapiécé, travailler des différents... Comment vous avez choisi l'endroit où vous avez placé vos pièces? Est-ce que c'est vraiment là que vous pensez que c'était usé? Alors, on a essayé de faire stratégique, l'arrière forcément du pantalon, toutes les parties qui ne sont pas protégées par les braies, en sachant que le transport c'était principalement des matières quand même pas forcément... enfin déjà elles étaient lourdes, c'était des morceaux de bois, des fagots. Quand on est sur le bateau ou quand on est sur le bord du quai, si des morceaux qui tombent, voilà. Donc on essaie de vraiment faire les parties de devant. À l'arrière, il n'y a rien du tout. Donc on va plutôt sur les tibias. On a juste à regarder les pantalons des enfants. Quand ils ont l'école, on voit souvent c'est quand même beaucoup les genoux et les tibias. Donc voilà, on est parti sur le même principe. Et sur les braies, voilà, c'est pareil, c'est les parties qui sont en contact directement du bois. Le bois était quand même l'élément principal du transport des gabarits. De peu dire. Moi, je vais rebondir sur cette usure aussi. Vous avez usé les pantalons, les braies, les chapeaux. Je pense que les taureaux sont tout neufs. Trop neufs. Oui. Un petit manque de timing. Oui, normalement, les tourons sont un peu plus usés que ça. Voilà, là, c'est un petit peu entre la date concours, confection. Voilà, on était un petit peu dans le champ du timing, pour être honnête. Et, normalement, oui, ils sont usés. Pas de timing, mais un peu de datation quand même. Vous parlez de deuxième moitié du 19e jusqu'à 1914. Il n'y a pas d'évolution du tout? Non. En fait, quand on regarde les écrits donc, de Eugène Herpin en 1902, qui parle déjà de la légende de la création des braies de Pleudière, donc ça vient d'une légende, dès le 17e siècle, on voit des écrits déjà des gabariers. Il y a très peu de descriptifs de retenue. On parle quand même des braies, mais on n'a pas d'image. Quand on regarde l'image où on voit le gabarier chef, on est vraiment sur 1880. Et quand on voit l'explication de Pierre Rochereau, fin 20e, où du coup il part sur les données qui sont plus récentes, les descriptifs sont quasiment les mêmes. Mais il n'y a pas d'évolution de type, puisqu'on est vraiment sur un costume pratique et pas du tout suivant la mode. Et du coup, le patron, il porte des braies, mais il ne travaille pas, si? Non. Alors les patrons, c'est souvent, ça pouvait être des anciens patrons de la marine qui du coup ont fait leur fortune aussi sur les bords de Rance. Il faut savoir que les gabariers chefs
étaient des très grands propriétaires aussi terriens, tout comme pouvaient l'être les armateurs. Sur Pleudien, parfois tout un mot pouvait appartenir à la même famille de gabariers. Donc voilà, c'est vraiment, ils étaient là en apparat, mais ils n'étaient pas du tout sur le bateau à se salir les mains. Vous avez parlé de la toile de Pleudien, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la toile de Pleudien? En toute franchise, la toile de Pleudien, c'est tout comme le tiretaine, c'est un tissu qu'on ne trouve plus. Les toiles de lin qu'on trouve aujourd'hui sont trop claires par rapport à ce qui se faisait à Pleudien. La seule trace qu'on peut avoir, c'est ma chemise, qui est un peu plus jaune. Et en fait, quand on regarde de plus près, on va voir quasiment des morceaux de tige en fait, de bois, quasiment dans le tissage. Donc c'est un tissu qui est plus rugueux, plus vieilli, moins travaillé. Et aujourd'hui, on ne trouve plus du tout ce tissu-là. Même les vieux draps qu'on trouve, c'est des draps en lin, mais pas du lin assez brut pour dire du toile de Pleudien. Parce qu'à Pleudien, il y a beaucoup d'ateliers de tissage pour le lin. D'accord, merci, ça répond à ma question. Une dernière. Alors je vais en mettre deux dans la même. Vas-y. Pour le costume d'homme, donc il y a les mouchoirs de cou ou les cravates. Je voulais savoir s'il y avait une technique particulière pour la placer. Est-ce qu'elle était forcément par-dessus le col ou est-ce qu'elle avait aussi un usage de protéger la chemise du cou? Et parce qu'on ne voit pas ça souvent, pour les braies, comment vous avez fait pour une histoire de volume, de tour, est-ce que vous aviez des pièces ou est-ce que ça a été fait pour le mouchoir de cou, alors là on est vraiment parti sur l'image qui passe de temps en temps. C'est une photographie celle-ci. Donc on est vraiment parti sur cette image-là. On n'a aucun écrit qui explique comment était attaché le mouchoir de cou. Pour les braies, alors on est parti vraiment là sur le document de Pierre Rochereau, où quasiment, que ce soit la chemise, que ce soit les braies, on a quasiment la taille qui est écrite. Donc on savait qu'il y avait un petit empiècement sous la chemise, un petit triangle. Sous les braies, on peut avoir un triangle aussi de confort. Voilà, c'est la page d'image d'avant. Voilà, on a vraiment le descriptif avec le nombre de plis sur toutes les images qu'il peut avoir sur son livre. Il est quand même très très détaillé sur tous les collectages qu'il a pu faire, que ce soit au niveau des châles, au niveau des devantières, des coiffes, il est vraiment dans le détail. Donc voilà, on est vraiment parti sur ses écrits à lui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de traces de ces pièces de costume, puisque comme c'était des tenues de travail qui n'avaient pas grande valeur, il faut vous dire que c'était la première chose qui partait à la fouet. Il y a une dernière aussi pour moi. Allez-y. Dans votre dossier, il y a une petite phrase qui dit « Ce costume célèbre dans la littérature locale était seulement typique, pittoresque, sans être trop beau ». Est-ce que c'est important d'être beau pour un costume traditionnel? Pas du tout. En fait, c'est que c'était alors le gabarier, c'était pas la personne la plus entre guillemets pas appréciée, mais c'était les gars, voilà, c'était des routiers, c'était des gars qui étaient juste là pour faire leur travail. Mais par contre, c'était le côté, ils étaient un petit peu rigolos par leur tenue, voilà, par les braies, par les rempiessages. Et puis c'est que au niveau de là, c'était vraiment une tenue pratique. Par contre, dans les écrits, c'est souvent le gabarier. Il y a une phrase aussi qui est de Pierre Rochereau, le gabarier, le plus con est à la barre. C'était pas considéré comme les gars les plus intelligents du camp. Ils étaient juste costauds. Merci beaucoup.